Là, on a voulu faire un petit hommage à mon père avec un petit panel. Là, j'adore cette photo. Pour moi, il ressemble à un acteur de cinéma d'Hollywood. Mon père s'est toujours considéré en premier lieu guadeloupéen, d'origine libanaise et de nationalité française. Là, c'est avec son frère, Philippe Depps, où il travaillait au studio Gosier à l'époque. Le studio n'était pas encore à Pointe-à-Pitre. Là, on voit les différents studios, l'évolution au fur et à mesure des années. Mon père me laisse un patrimoine musical, artistique très important. Il faut savoir qu'il y a plus de 6000 titres que mon père a produits. Des fois, pour rigoler avec les copains, il m'appelle le fils de la légende. Henri Depps est une star dans toutes les Antilles et même au-delà. C'est l'un des plus grands producteurs de musique de toute la Caraïbe. Biguine, zouk, jazz, variété. Il enregistre plus de 6000 titres en 50 ans et écrit 250 chansons. Rien ne prédestinait Henri à cette carrière incroyable. Lui qui a quitté l'école à 13 ans, lui qui a été marchand ambulant. Cette histoire merveilleuse commence à Pointe-à-Pitre dans une église et se poursuit sous un escalier dans le magasin d'Henri Depps. Un micro, un magnétophone suffisent à la fin des années 50 pour enregistrer son premier disque, son premier succès, et c'est le début d'une carrière phénoménale. Mon père m'a dit que son premier contact avec la musique, c'est quand il était très jeune, avec les voisins, les voisines. Ils se regroupaient dans un petit magasin qui était juste à côté, juste en dessous de où est-ce qu'ils habitaient. Et puis il y avait un monsieur qui jouait de la musique et puis ils se réunissaient entre amis pour écouter et pour danser et pour s'amuser ensemble. Durant ces années de ma jeunesse, le père Robin avait fondé une association sportive et culturelle. C'est ainsi que j'ai appris à jouer du pipeau. Je fis rapidement des progrès, ce qui me permit de recevoir du père Bellec un saxophone ténor. Tout en continuant à jouer du saxophone, je demandai à mon père de m'acheter une guitare. Il accepta, et à partir de ce moment, je commençai à gratouiller les cordes avec des amis. Mon père a arrêté l'école à 13 ans. Il a commencé en tant que garçon de magasin. Après, il a été vendeur sur le trottoir. Il vendait des parfums, il vendait des jeans, des boucles de ceinture, toutes sortes de babioles. C'était l'époque où j'étais malade de vélo. Je suivais toutes les courses, debout dans une camionnette débâchée. Mes idoles étaient Fausto Coppi et Gino Bartali. En un mot, j'étais un parfait Italien. Après être marchand forain, il a pu avoir un local à Pointe-à-Pitre. C'était le premier à diffuser de la musique pendant les heures d'ouverture du magasin. Donc les gens étaient très surpris, agréablement surpris, mais ce n'était pas quelque chose de courant à l'époque. Ce magasin était presque une salle de bal. J'ai été le premier à avoir un électrophone de la marque Tepaz, et comme c'était la grande vogue du cha-cha-cha, mes amis et moi dansions devant les clients, qui, charmés par nos pas, me faisaient vendre. Ça a vite fait le tour et puis les gens du bouche à oreille savaient qu'ils pouvaient aller au magasin de mon père, écouter un peu de musique et s'ils étaient musiciens, discuter, échanger et même créer de la musique.
Au fond de ce magasin, il avait fait une petite pièce avec un micro, un magnétophone, une piste, et lui et ses amis s'enregistraient sous l'escalier. Il fallait que tous les musiciens jouent en même temps, que le chanteur aussi interprète la chanson en même temps. Dès que vous étiez musicien, c'était presque une obligation de passer dans sa petite structure pour écouter, rencontrer les musiciens, échanger, et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis de fil en aiguille, ils ont connu un petit succès, donc ils ont commencé à faire des prestations aussi, où ils jouaient dans les bals ou dans les fêtes de communes. Après cette phase où il peut s'enregistrer, il a dû mettre en place la phase de pouvoir distribuer, fabriquer les vinyles et pouvoir les vendre pour le public qui était demandeur. Et au fur et à mesure, il produisait d'autres groupes et les choses ont pris une tournure que lui-même, je pense qu'il a été étonné. Il ne s'attendait pas que les choses allaient être aussi merveilleuses pour lui. Dans les années 60, Henri Debs et ses amis se produisent partout. Au Boucarou, au Luna Park ou au mythique 97.1. Il décide d'ailleurs de racheter ce club pour jouer à domicile. Le club 97.1, à sa grande époque, c'était le rendez-vous en Guadeloupe. C'était le lieu de rendez-vous pour pouvoir écouter de la musique, boire un verre et surtout danser. Pas plus tard qu'il y a une semaine, 10 jours, j'ai rencontré un ami de mon père. Il me disait, ah, c'était quand même terrible cette époque du club 97.1. Qu'est-ce qu'on s'amusait. Plus de 40 ans après, c'est toujours dans son souvenir. Avant de se marier avec mon père, ma mère était une fan. À l'époque, mon père avait le club 97.1 au Gosier. Et puis tous les samedis soirs, ma mère allait avec ses cousines pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir le voir chanter, le voir performer. Et ils ont vécu une très grande histoire d'amour. Moi, petit bonhomme, je vois mon père qui passe à la télé, je vois mon père qui a des interviews, qui chante, qu'on voit le clip. Je suis en admiration. Quand le samedi matin, je l'accompagnais à son magasin pour passer les auditions, parce que c'était le samedi matin qu'il allait écouter les groupes ou les gens qui venaient lui faire écouter des maquettes. Quelque chose m'a toujours frappé. On prenait une demi-heure, voire des fois 45 minutes pour faire 200 mètres, 300 mètres, parce que tout le monde l'arrêtait. Bonjour Monsieur Debs, on peut avoir un autographe, on peut faire une petite photo, et puis il s'arrêtait à chaque fois. Il discutait avec les gens, c'était quelqu'un qui avait un très grand cœur. Le premier vrai studio d'enregistrement, on va dire, digne de ce nom que mon père a ouvert, c'était au Gosier, au-dessus de la boîte de nuit. Et il avait effectivement nommé le studio La Terreur. Donc il me disait qu'il avait choisi ce nom
parce qu'il donnait une qualité tellement bonne à ses enregistrements que ça terrorisait la concurrence. Il était reconnu pour la qualité de son mixage aussi, parce qu'en plus d'être artiste reconnu, producteur reconnu, c'était aussi un ingénieur reconnu. Les gens voulaient que ce soit lui qui mixe leur album. Donc il y avait vraiment cette empreinte, la qualité du son Henri Debs. Et on a voulu garder un petit peu le côté authentique avec les artistes qui sont passés ici depuis de très nombreuses années. Vous avez par exemple la photo originale de l'album de Robert Sarkis. Il y a M. Guy Alcindor, il y a le groupe Exile One, Casimir Létang et Vélo, Jeff Joseph de la Dominique, vous avez Lola Martin de la Martinique, David et Corinne, Gérard Lavigny. Il y a aussi cette très belle pochette de La Perfecta, un groupe de la Martinique aussi, qui est très connu et reconnu. Max Sévérin, il faisait partie d'une formation et mon père lui a dit « Maxo, allons faire un disque ensemble ». Maxo a dit « Mais ce serait mon plaisir, Henri, de faire un album avec toi ». Donc ils ont fait un album. Ça a eu tellement de succès qu'ils en ont fait 12. Tout jour, bon Dieu fait jour, il faut m'écouter vous. S'il n'y a pas la radio, c'est y a dans l'auto ou dans un disco. On peut pas vivre sans vous, même si on pas ni on sou. Ou qu'à droguer moins, ou qu'à aider moins, les moins tini chagrin. Et tellement que les gens les appréciaient, ils ne savaient pas qui était Henri, qui était Maxo. Énormément de monde appelait mon père Maxo et beaucoup de monde appelait Maxo Henri. Aujourd'hui, j'ai des productions anglaises, allemandes, hollandaises, brésiliennes qui me contactent pour me demander des licences de titres qu'il a produits dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80. Donc ça veut dire que le travail qu'il a fait a vraiment marqué toute une époque, toute une génération, et que la qualité de son travail aussi a pu traverser les années. Rico Debs a repris la maison de production de son père. Aujourd'hui, avec l'aide du DJ et producteur Denny Shane, ils travaillent ensemble à la sauvegarde d'un patrimoine inestimable. Ils recherchent partout les vinyles produits dès les années 50 pour les nettoyer, les réenregistrer en version numérique pour en faire profiter une nouvelle génération.